Notre invité expert du jour est notaire. Il va pouvoir nous éclairer sur comment transmettre une voiture de collection dans le cadre d'une succession, mais pas que. Bonjour maître. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous parce que je sais que vous prenez du temps pour ça et on remercie aussi au nom de nos auditeurs que vous preniez du temps pour nous éclairer sur des points qui parfois peuvent nous paraître anodins et parfois on a des petites spécificités qu'on verra ensemble tout à fait au nom de. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une voiture de collection finalement pour l'administration? Alors, une voiture de collection, en premier lieu, c'est un véhicule qui a plus de 40 ans, quel que soit son état. On considérera que c'est un véhicule de collection. Également, un véhicule qui dispose d'une carte grise collection, donc ça ce sont pour les véhicules qui ont plus de 30 ans, en effet, et puis également des véhicules qui ont plus de 25 ans, s'il subsiste moins de 2% de ces véhicules encore en circulation aujourd'hui. Donc ça, ce sont les règles générales sur les véhicules de collection. Et puis on a des cas particuliers, un petit peu moins courants, pour des véhicules plus récents, mais qui peuvent rentrer également dans la catégorie des véhicules de collection. On retrouve par exemple les véhicules qui ont plus de 15 ans s'il s'agit d'un modèle datant de plus de 20 ans, et dont la production a été limitée à moins de 1000 exemplaires. Alors, c'est assez précis finalement. Exactement. 1000 exemplaires, ça veut dire que toutes les grandes marques de luxe, par exemple, qui produisent des véhicules à 200 exemplaires, peuvent rentrer dans ce cadre-là, au-delà de 15 ans, alors qu'on est en dessous des 30 ans. Voilà. On retrouve également d'autres véhicules plus particuliers, notamment les véhicules de collection, les véhicules de compétition, pardon, qui eux aussi sont intégrés à la catégorie des véhicules de collection, à la condition que ces véhicules aient un palmarès sportif international majeur, reconnu, tout à fait. Et enfin, on retrouve également des véhicules qui revêtent d'un intérêt historique particulier. Ils ont eu un propriétaire célèbre, ils ont participé à des événements historiques, ou alors on a aussi une originalité technique. Et donc pour ces véhicules, l'âge du véhicule n'a pas forcément d'importance. Donc là, vous avez dit un point essentiel, c'est qu'il ne doit pas y avoir de modification du véhicule quelconque, hormis les cas un peu particuliers. Tout à fait. Il faut que ces véhicules restent en l'état d'origine, voilà, tout à fait. Pas de modification substantielle du châssis, du moteur, de la transmission, bien évidemment. Il doit rester tel quel. Ce qui n'empêche pas de faire de la restauration, bien évidemment, mais restaurer, on va dire, dans les règles de l'art, avec les pièces constructeurs, bien évidemment. Donc, quid du rétrofit, on entend beaucoup parler aujourd'hui des voitures qu'on retransforme avec des moteurs électriques, notamment Miari ou des 2 chevaux électriques. Ça, à l'instant T, pour l'instant, voilà, en l'état de la réglementation actuelle, le rétrofit, on a quand même changé le moteur. Donc ça reste pour l'instant une modification substantielle, donc ça ne rentrerait pas dans cette catégorie. Ça peut peut-être évoluer, par contre, dans le futur par une jurisprudence. Très bien. Du coup, on est au cœur du sujet. Une voiture de collection rentre-t-elle dans la succession quelconque? Tout à fait. Un véhicule de collection, même si c'est un bien, on va dire, atypique, rentre dans l'actif successoral au même titre que l'ensemble des autres biens du défunt de la succession. Au même titre que les meubles, les immeubles, les véhicules de collection, bien évidemment, rentrent dans l'actif successoral. Très bien. Et donc, du coup, par définition aussi, on peut éventuellement faire un démembrement de sa voiture de collection, comme un bien immobilier. Dans le cas d'une succession, souvent, on a affaire à un démembrement. Nous avons un défunt, le conjoint survivant, bien souvent, opte pour l'usufruit de la succession, c'est-à-dire un droit de jouissance viager, et les enfants ont la nue propriété. Cet usufruit et cette nue propriété s'appliquent sur l'ensemble des biens composant la succession, en ce compris, bien évidemment, le véhicule de collection. Donc, de fait, eh bien, l'usufruitier aura la jouissance viagère du véhicule de collection, en d'autres termes, il a les clés, peut l'utiliser, devra en assurer l'entretien courant, mais les véritables propriétaires sont les nus propriétaires, bien souvent les enfants, qui eux ne récupéreront la jouissance du bien qu'à compter de l'extinction de l'usufruit, soit par décès de l'usufruitier, soit parce que c'était un usufruit à terme. Donc ça, c'est vrai que ça dépend comment on peut s'arranger en famille. Si quelqu'un veut, parce que le démembrement a un petit avantage entre guillemets fiscal. Si on le fait de son vivant, on a quand même une petite quote-part, je crois. Disons que effectivement, le conjoint survivant récupérant l'usufruit, il est exonéré de droits de succession, donc les enfants
vont payer des droits de succession que sur la nue propriété de la valeur du bien, mais ça, que ce soit un véhicule de collection ou tout autre actif, bien évidemment. Donc il y a une décote qui est opérée par rapport à l'âge de l'usufruitier. Donc on a payé les droits au moment du premier décès, et lors du deuxième décès, en effet, eh bien, les nus propriétaires deviennent pleins propriétaires, mais il n'y a pas de taxes supplémentaires à verser à ce moment-là. Très bien. Alors on entend pas mal de choses aussi avec la voiture de collection. On nous dit c'est un objet d'art. Alors certains disent donc qu'il n'y a pas de taxation sur les objets d'art, parce que je pense qu'ils doivent remémorer le temps de l'ISF. Et donc pour vous, est-ce qu'une voiture de collection c'est un objet d'art, oui ou non? Et si oui, y a-t-il des spécificités? Ou si c'est non, quelles en sont? Alors, il y a quelques spécificités effectivement, mais c'est de moins en moins vrai au regard de la règle fiscale actuelle. En effet, du temps de l'impôt sur la fortune, eh bien, on pouvait sortir de l'assiette de l'impôt les objets d'art et de collection, et le véhicule de collection en faisait partie à ce moment-là. Désormais, comme on est à l'impôt sur la fortune immobilière, de fait, de toute façon, le véhicule de collection n'est pas taxé. Maintenant, sur la fiscalité générale au niveau de la transmission, eh bien, véhicule de collection ou pas, il est taxé au même titre que l'ensemble des autres biens dépendant de la succession. Donc il n'y a pas d'exonération, d'avantages fiscaux particuliers parce qu'il s'agit d'un véhicule de collection. On devra le taxer au titre des droits de succession ou des droits de donation au même titre qu'un autre bien à transmettre. Et donc là, la question qui peut subsister, après une fois qu'on a déterminé ça, comment on estime le prix d'une voiture de collection? Y a-t-il un process à suivre du point de vue de l'administration pour bien justifier le prix? Ou comment on peut calculer, comment l'administration va se référer au prix pour déterminer l'estimation du bien de véhicule de collection dans le cas de la succession? Alors, il est d'usage, en principe, dans le cadre d'une succession, de déclarer la valeur du bien pour la valeur inscrite au contrat d'assurance. Donc c'est le contrat d'assurance qui a été établi, donc d'où la première émission qu'on a faite de bien assurer sa voiture de collection et de bonne valeur, pour éviter éventuellement des surprises à la succession où on n'est pas d'accord sur l'estimation. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Tout à fait, puisque normalement, dans la succession, on va déclarer la valeur inscrite au contrat, mais bien évidemment, une déclaration de succession, c'est un acte déclaratif, et l'administration fiscale pourrait, le cas échéant, contester cette valeur si manifestement ça ne correspond pas aux caractéristiques du véhicule. C'est vrai que c'est pour ça que nous avons parlé de l'assurance collection au premier épisode, parce que il se peut parfois que l'assurance ne reflète pas la vraie estimation du bien pour X raisons. Et donc c'est vrai qu'il faut, je pense qu'il faut alerter soit les donateurs ou les successeurs que de bien vérifier quand même la valeur du contrat d'assurance pour éviter éventuellement un contrôle fiscal, entre guillemets. On suppose que la valeur inscrite au contrat correspond quand même à la valeur du véhicule, si effectivement le propriétaire entend quand même être largement couvert et protégé sur son véhicule. Et donc, quid après? Donc, si par exemple, et ça arrive, nous on a des témoignages des gens qui ont une voiture de collection, qui ne l'ont pas assurée parce qu'ils l'ont gardée des années dans un garage, ils estimaient que ça ne valait pas la peine de l'assurer. Est-ce que les successeurs peuvent établir eux-mêmes une estimation du véhicule lors de la succession? Donc, on est toujours sur le déclaratif. Ou alors, est-ce qu'ils sont quand même obligés d'assurer ce véhicule avant la succession, ou non, ils peuvent simplement faire une déclaration et se réservera le droit si l'administration fiscale... Ce sont les successeurs qui déclarent la valeur. Donc c'est eux qui peuvent prendre la responsabilité. Mais bon, s'ils sera s'en sentent obligé capables. Effectivement de leur conseiller d'être extrêmement prudents. Alors, bon, sur la valeur d'un véhicule, il y a un marché qui existe avec des cotes, même si elles ne sont pas forcément officielles, mais ça peut déjà donner une idée. Néanmoins, on conseille toujours de procéder à une expertise officielle, puisque là, pour le coup, la valeur qui serait déterminée serait plus difficilement contestable par l'administration fiscale. Voilà. Donc, on revient, d'où bien assurer quand même son véhicule, pour éviter tout problème, du moins pour ses successeurs, si vous voulez qu'ils soient plus tranquilles. Alors, il y avait un avantage aussi sur le fait que c'est quand même une voiture de collection qui est un peu considérée comme objet d'art, c'est éventuellement de la transmettre à l'État, finalement. Alors, en effet, il y a
certains éléments sur lesquels on retrouve les mêmes dispositions qu'en matière d'œuvres d'art et d'œuvres de collection. On a quelques avantages qui existent, c'est-à-dire que, en effet, on peut proposer le véhicule de collection à l'État, hein, qui est, pour certains modèles, assez demandeur pour enrichir les collections publiques. Et donc, quand on a hérité d'un véhicule de collection, on peut demander à l'État de le reprendre. Et à ce moment-là, alors avec une procédure d'agrément provenant de l'État, bien sûr, et à ce moment-là, si effectivement c'est accepté, eh bien, on sera exonéré des droits de succession sur ce véhicule. Voilà, donc ça c'est le premier avantage. Et également, on a un autre avantage, c'est-à-dire que l'on peut offrir à l'État de payer les droits de succession avec ce véhicule. Le véhicule devient un moyen de paiement, ce qu'on appelle une dation en paiement, comme avec toute œuvre d'art, on peut proposer à l'État, encore faut-il que l'État l'accepte bien sûr, de payer les droits de succession dont on est redevable avec ce véhicule. Autre question aussi intéressante, j'ai hérité d'une voiture de collection, on a estimé à l'instant T, il y a 2 ans, un prix de cette voiture. Entre-temps, une star est montée dans cette voiture, a signé un autographe sur le pare-soleil. Cette voiture a doublé de prix parce que c'est une star internationale. Quid de la succession si je revends cette voiture-là, donc 2 ans après la succession, quasiment 2 fois ou 3 fois plus cher, mettons, on peut essayer de rêver, et est-ce que l'administration fiscale peut venir me retoquer en me disant, écoutez, vous avez mal estimé la voiture, donc on vous retoque sur votre déclaration? Alors, en fait, dans notre cas, finalement, c'est un événement postérieur au décès qui a permis la valorisation et la plus-value du véhicule. Donc, on peut considérer qu'au jour du décès, on a déclaré la valeur était correcte, était bonne, puisque c'est un événement postérieur, cet autographe, qui est intervenu par la suite, et qui a permis une forte augmentation de la valeur du bien. Donc, du point de vue de la succession, on va considérer qu'on est bon, que la valeur qui était déclarée était parfaitement la bonne. On conseillerait peut-être de s'aménager la preuve que la star est bien passée après le décès, si jamais il y avait une éventuelle contestation, mais en tout cas sur le principe, en effet, c'était bien la bonne valeur au jour du décès. Bon. Donc le véhicule par la suite a pris de la valeur, par suite d'un événement particulier. Donc finalement notre sujet sera plutôt une question de plus-value à la revente, puisque bien évidemment on va revendre ce véhicule plus cher que la valeur d'entrée dans le patrimoine, et là il peut y avoir en effet une taxation sur la plus-value. Même sur une voiture de collection finalement. Exactement. Quand on vend un véhicule classique qui n'est pas classé comme collection, il n'y a pas de taxation sur la plus-value. Puis sur un véhicule classique, c'est rare quand on revend plus cher quand on l'a acheté. Néanmoins, sur un véhicule de collection, là, pour le coup, effectivement, on assimile ça à la vente des œuvres d'art, et donc il y a une fiscalité particulière qui s'applique. Donc pour tous les prix de vente inférieurs à 5 000 €, il n'y a pas de taxation, et pour les prix de vente supérieurs, en effet, il peut y avoir une taxation sur la plus-value, et on a 2 possibilités fiscales. Soit on applique une taxation forfaitaire de 6% plus 0,5 de CRDS sur le prix de revente, soit on est imposé sur le régime de la plus-value classique, c'est-à-dire qu'on fait la différence entre le prix de revente et la valeur d'achat ou la valeur d'entrée dans le patrimoine, et sur la différence, effectivement, nous avons une taxe de 36,2%. Précisant quand même qu'on applique une décote de 5% par an au-delà de la 2e année, ce qui veut dire que finalement, si on fait le calcul, au bout de 22 ans de détention, on est exonéré de plus-value. Et sinon, à défaut, si on n'est pas exonéré, pour déterminer notre calcul de plus-value, à la valeur d'entrée du patrimoine, on rajoute l'ensemble des factures de restauration, de réparation qui ont été faites sur le véhicule. Donc c'est pour ça que mon conseil en la matière, eh bien ma foi, c'est d'abord de bien s'aménager et conserver la preuve de la valeur d'entrée du patrimoine, contrat de cession, facture, exactement, pour savoir à quelle valeur le bien est rentré dans le patrimoine, et puis scrupuleusement conserver l'ensemble des factures de réparation et d'entretien, parce qu'on peut en avoir besoin un jour pour pouvoir déduire lors de la revente.
Autre chose, et ça, on a entendu ça aussi avec des témoignages, la main-d'œuvre, si par exemple c'est moi-même qui refais la voiture, donc je vais acheter des pièces détachées, ça éventuellement on peut le déduire de la plus-value, mais ma main-d'œuvre à moi, si j'ai passé 100 heures sur cette voiture, en gros, si ces 100 heures-là ont été valorisées parce que la voiture, on ne peut pas la déduire. Non, on peut pas déduire l'investissement personnel, hein, et la main-d'œuvre. Hein, il faut qu'on ait des factures. Hein, donc c'est l'État qui sera actionnaire de ma main-d'œuvre si je refais ma voiture. En effet. Voilà, comme ça. Très bien. Alors, autre question, sur la carte grise, c'est arrivé aussi, il y a 10 ans, mon père et moi achetons une voiture. Nous avons les deux noms sur la carte grise. Mon père décède. Comment ça se passe au niveau de la succession de cette voiture, par exemple? Est-ce qu'elle rentre dans la succession ou pas, sachant que la voiture m'appartient, entre guillemets, autant qu'à mon papa? Alors, la question, c'est effectivement, est-ce que la voiture vous appartient également? C'est pas parce que nous avons deux noms sur la carte grise que cela veut forcément dire que la voiture appartient aux deux. Donc, c'est pas un titre de propriété. Exactement. Ce que vous nous dites, voilà, la carte grise n'est pas un titre de propriété. Depuis 1984, une carte grise est un titre de circulation. C'est un droit de circuler. Bon. Donc, soit effectivement, on retrouve une facture qui justifie que le véhicule n'avait été acheté que par votre papa, et à ce moment-là, le véhicule lui appartient, même si nous avons deux noms sur la carte grise. Soit on ne retrouve pas de facture, on n'a pas d'éléments, et à ce moment-là, le seul indice que nous aurions, c'est effectivement la carte grise, qui reste quand même un indice, et on pourrait supposer dès lors que le véhicule appartient aux deux. Donc, finalement, nous serions en indivision sur ce véhicule, et donc tomberait dans la succession de votre papa que la moitié indivise de ce véhicule. L'autre moitié, vous étant déjà attribué, enfin vous en êtes déjà propriétaire. Autre question. Alors, mon papa avait une voiture de collection, il l'a gardée, il n'a jamais fait la carte grise. La succession arrive, comment ça se passe, sachant que il n'y a pas de carte grise, sachant que peut-être qu'on ne retrouverait pas le certificat de cession. Est-ce qu'il y a est-ce que ça va quand même ça va endommager ou pas le process de succession ou pas, ou y a-t-il une procédure? Ça va le rallonger surtout, puisqu'il va falloir que nous ayons une carte grise à un moment ou à un autre, hein, ne serait-ce que pour pouvoir assurer la transmission. Donc, ma foi, la seule solution, c'est d'essayer d'obtenir un duplicata de cette carte grise auprès de la préfecture. Et donc, là, il faut se lancer dans toute la procédure pour obtenir ce fameux duplicata, avec le contrôle technique, etc. Mais là, oui, effectivement, c'est un peu long. Alors, c'est surtout long parce qu'on a eu un cas, alors c'est pour ça qu'ici, on essaye aussi de mettre un peu les cas de la vie courante, où vous faites, parce que schématiquement, on achète une voiture parfois, on fait un certificat de cession entre l'ancien propriétaire et le nouveau propriétaire, mais parfois, on s'arrête là, on garde ce papier-là, on ne fait pas la carte grise, le papier de certificat de cession se perd, et donc finalement, il faut demander à l'ancien propriétaire, mais 15 ans plus tard, c'est pas évident de retrouver des adresses ou des numéros de téléphone. Parfois, il peut même être décédé. Alors là, c'est un peu le compartiment. Mais oui, non, mais c'est compliqué, mais c'est possible. Mais voilà, avant de pouvoir demander la délivrance de la carte grise, il faut d'abord arriver à en justifier de la propriété. Donc, il faut pouvoir justifier qu'on est bien propriétaire du bien. Et là, du coup, j'ai une autre question qui me vient, c'est-à-dire que dans le cadre de cette succession, si on n'a aucun papier de cette voiture, finalement, la valeur peut être caduque à l'instant T. Alors, c'est pas la valeur qui est caduque. C'est-à-dire que le véhicule a une valeur intrinsèque. Elle n'est pas exploitable, en tout cas. Non, le véhicule a une valeur intrinsèque, quoi qu'il en soit. Toute la question, c'est de savoir comment on peut en déterminer la propriété. C'est qu'une question de propriété. Bon, en l'absence de documents exacts et probants, c'est un petit peu par tout moyen de preuve. Hein, donc des attestations des uns des autres pour justifier qu'effectivement ce véhicule en son temps avait bien été cédé, que vous en êtes propriétaire depuis un certain temps, etc. Donc, mais là, c'est pour ça, parce qu'on sait qu'une succession doit être réglée en 6 mois. Et ça, on a un client qui a donc fait cette démarche-là parce que pendant 30 ans, un de ses clients n'avait jamais récupéré sa voiture. Donc il a fait des démarches, mais ça a mis 1 an
auprès de la NTS et de la FFVE pour pouvoir non seulement retracer l'historique du véhicule par les numéros de série, retracer son immatriculation. Et donc c'est vrai que parfois, quand on n'a que 6 mois pour faire une succession et qu'on doit estimer un prix, si on n'a aucun papier, finalement, voilà. C'est pas parce qu'on n'a pas de papier qu'on n'est pas propriétaire. Donc, ça n'empêche pas, à mon sens, de déclarer le véhicule dans la succession et dans la déclaration fiscale de succession. Par contre, bien évidemment, tant qu'on n'a pas pu refaire une carte grise, on ne peut pas rouler avec le véhicule. Donc c'est plus au niveau du titre de circulation que ça pose une difficulté. Eh ben, c'est sur cette dernière question qu'on va terminer, c'est-à-dire j'hérite d'une voiture. Le problème, c'est que pour refaire une carte grise, il faut un permis de conduire et j'ai pas le permis. Comment je fais? D'abord, mon premier conseil, c'est pas vrai, j'ai le permis, mais il se peut parfois dans les villes parisiennes que même à 25 ou 30 ans, on n'ait pas le permis. Tout à fait. Bon. Alors, en effet, pour pouvoir avoir une carte grise, c'est la règle, il faut avoir le permis de conduire. Bon. Mais comme je l'ai dit précédemment, la carte grise n'est qu'un titre de circulation. Donc on peut prouver qu'on est bien propriétaire du dit véhicule avec le certificat de cession, avec une attestation du notaire qui justifie que le bien était bien dans la succession et que M. X en est bien l'héritier et donc le titulaire, pas de problème, et on peut faire une carte grise au nom d'un autre usager. Très bien. Et donc, si on résume un petit peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, donc finalement, la voiture de collection rentre un peu comme se calcule d'un point de vue fiscal comme un bien immobilier dans une succession. Comme n'importe quel bien mobilier ou immobilier. Voilà, que finalement, et ça je l'ai appris avec l'interview, qu'on peut éventuellement faire une dation ou une donation à l'État et payer ses droits de succession avec sa voiture de collection. C'est un moyen de paiement. C'est un moyen de paiement, alors ça je ne le savais pas. Et que finalement, l'administration, il n'y a pas d'avantages fiscaux, on va dire, à avoir une voiture de collection aujourd'hui, si ce n'est pour le patrimoine, et que l'État, ça peut les intéresser dans des diverses collections publiques. Tout à fait. L'avantage, il est autre que fiscal. Il est autre fiscal et c'est là où tout est là chez Connex Auto. On est là pour faire vivre un patrimoine. La voiture de collection est plus qu'une voiture avec un moteur, c'est une colonne vertébrale d'une certaine civilisation. On a formé notre civilisation avec le déplacement, la liberté, et c'est la voiture qui, pour moi, est le signe de cette fameuse liberté. Quand on prend Versailles en photo, qu'est-ce que ça vous procure? Ça vous procure de la fierté, ça vous procure une histoire, ça vous procure aussi de savoir comment les gens ont travaillé dans le passé de façon consciencieuse, en faisant du beau. C'est ce qu'on essaye aussi de faire avec Connex Auto. Et grâce à vous, avec nos experts, d'éclairer nos auditeurs, de s'investir dans la voiture de collection, parce que c'est important de faire vivre le patrimoine qui nous a forgé notre civilisation. Merci à vous, maître. Merci à vous. Et à bientôt. Merci.